Donc bonjour à tous, je suis Jean-Paul Santoro, psychologue, je consulte dans l'arrière-pays à Draps et à Nice. Je travaille dans une maison de retraite et je fais des interventions en milieu scolaire pour une association monégasque aussi, sur les dangers d'Internet. Donc aujourd'hui on va parler du jeu vidéo, savoir finalement s'il rend agressif, violent. On va prendre des arguments bien évidemment pour et les arguments contre, je vais pas répondre oui ou non tout simplement. Et on va voir un peu ça. Alors, les médias, eux, ils établissent un lien évident et arbitraire entre jeux vidéo et passage à l'acte. On a eu un article du Point qui date de 2012 qui disait « Jouer, c'est tuer, plus besoin d'être James Bond ». Il y a eu pas mal de moqueries d'ailleurs sur internet suite à cet article disant que Ravaillac il aurait joué à la Nintendo DS avant de tuer Henri IV. Mais contrairement à ce qu'en disent les médias, en fait, le sujet il fait pas du tout l'unanimité entre les professionnels de santé en fait. Donc hier on a vu les raisons en fait du point de vue sociétal en fait de la place du bouc émissaire dans les jeux vidéo. Aujourd'hui on va s'atteler plutôt à des études d'une manière générale et tout ce qui est un peu plus psychopathologique. Donc on est parti de la société. Aujourd'hui, on va se centrer sur l'individu, savoir un peu ce qu'il en est. Alors, un petit rappel de ce que j'ai dit hier par rapport au fait de violence. La première polémique, c'est Death Race en 76. Après, il y a eu Mortal Kombat en 92 et Doom en 93 qui sont comptés pour leur violence. Mais c'est surtout à partir de 97 en fait qu'avec Armageddon, un jeu donc où on écrasait les piétons volontairement, que certains ont commencé à faire une hypothèse disant que peut-être que les comportements du jeu pouvaient avoir une influence et pouvaient entraîner des comportements, des passages à l'acte dans la réalité. À ce moment-là, c'était juste une hypothèse à partir d'un jeu. C'est à ce moment-là que malheureusement il y a eu les premiers faits divers tragiques, notamment en 99, la tuerie de Columbine en fait, où il y a eu 2 étudiants qui ont tué une douzaine de leurs camarades avant de se tuer eux-mêmes. Donc tout de suite, la première chose qui a été pensée, c'est ils ont fait le lien avec leur passion pour les FPS. Donc notamment Doom, il y a un des tueurs notamment qui faisait des mods en fait pour Doom, qui faisait des modifications pour Doom, notamment une modification où il était question de tuer non plus des ennemis comme dans le jeu, mais juste des personnes qui ne bougeaient pas en fait, qui étaient passives, des victimes passives, exactement la même chose que dans les faits réels en fait. Donc c'est ça qui a été pointé. Il y a eu plusieurs films sur cette tuerie, notamment dans le film Elephant de 2003, où on les voit un moment dans le jeu jouer en fait un espèce de FPS, je ne sais pas si ça a été conçu juste pour le film, où en fait ils abattent des gens qui bougent pas en fait, qui se laissent faire directement. Et donc spontanément on a dit c'est des joueurs de Doom et ils écoutent Marilyn Manson aussi, donc les deux ont été vraiment pointés du doigt au lieu de remettre en question justement premièrement les armes aux États-Unis et deuxièmement le fait qu'ils avaient quand même des troubles psychopathologiques à la base, hein, donc c'est quand même ça qui était le plus important dans ce passage à l'acte. Donc contrairement à la télévision, donc qui est un média plus passif, il y a une immersion qui est plus importante dans le jeu vidéo parce que c'est dû à la nature interactive en fait du jeu. Et cette immersion décuple en fait les émotions, donc qu'elles soient positives ou négatives. L'immersion augmente aussi l'identification à l'avatar, au personnage du jeu. Et donc la première idée reçue du coup, c'est que l'image, ça entraîne obligatoirement l'identification au personnage et qu'on va s'identifier et donc reproduire les comportements du personnage du jeu dans la réalité. Bien évidemment, à la base, c'est juste une idée qui est complètement fausse. Il n'y a aucune étude qui prouve cette idée qui est juste un raccourci. Et si c'était le cas, du coup, on aurait 20 ou 30 millions de tueurs potentiels à chaque sortie de Call of Duty, puisque c'est à peu près le nombre de ventes qu'ils font à chaque sortie de l'opus. Donc bien évidemment, c'est un raccourci. Ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, on sait que la majorité des personnes qui sont célèbres pour avoir fait des massacres, justement, souffraient de troubles psychiques. Donc on a eu la dépression et tendance suicidaire pour ceux de Columbine. Breivik, a priori, je pense qu'il a été diagnostiqué schizophrène, si je me souviens bien. Donc on a des personnes qui souffrent de psychose, de schizophrénie, paranoïa, qui passent à l'acte. C'est quand même vers là qu'il faut regarder en premier avant de regarder le reste, en principe. Donc ça, c'est un petit peu occulté, alors que ça explique quand même en majorité le passage à l'acte. Même si le passage à l'acte, bien entendu, c'est pas juste les troubles mentaux, c'est pas juste les jeux vidéo ou la musique, c'est une pluralité de facteurs, donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Bizarrement, en fait, quand il y a un enfant qui joue, qui tire sur ses camarades avec une arme en plastique, ça passe complètement inaperçu. Et si jamais l'enfant devient adulte, il passe à l'acte, on n'ira pas dire que c'est les jouets en plastique qui sont responsables du passage à l'acte, en fait. Donc, c'est ici, comme je disais hier, le rapport à un média qui est une nouveauté et qui n'est pas connu des adultes, en fait, qui fait peur, en fait, tout simplement, et qui explique ce genre de réaction et de raccourci. Alors, on va partir sur le oui. Dans un premier temps, oui, les jeux vidéo rendent agressifs et violents.
Donc, moi, j'ai listé déjà quelques points avant de passer. Ne fais pas cette tête-là. Après, il y a le nom qui arrive. Donc, j'ai listé moi déjà quelques points qui sont d'ores et déjà vrais, bien évidemment. Donc, c'est que les jeunes enfants, ils sont plus sensibles d'une manière générale à l'impact dans les jeux vidéo aux contenus qui sont violents et sexuels. Donc, je parle jeux vidéo, ça marche aussi avec la télévision ou n'importe quel spectacle d'une manière générale. En fait, l'enfant, quand il est jeune, il dispose pas forcément de toutes les capacités de compréhension et de symbolisation, c'est-à-dire de mettre en mots qu'à l'adolescent ou l'adulte, du coup, pour mettre en sens les images qu'il voit, tout ce qui lui arrive directement. Il le prend de plein fouet, en fait. Moi, j'ai notamment reçu en thérapie, en fait, un enfant de 6 ans. Et il a vu son père, il n'a même pas joué lui-même, je crois. Il a vu son père jouer à GTA, et à partir de là, il a commencé littéralement à se comporter de manière complètement incontrôlable, avoir des comportements violents dans la cour de récréation et ce genre de choses. Alors, bien évidemment, c'est pas GTA qui l'a rendu comme ça, en fait. Il avait des troubles qui étaient liés à plusieurs autres facteurs, mais c'est juste cette rencontre-là avec ce spectacle visuel violent et complètement libre qui l'a fait, à ce moment-là, s'autoriser à faire ce que ses troubles suggéraient avant. Bien évidemment, c'est quelque chose en fait qui fait peur aux parents, mais qui est très très léger, on va dire, parce que ça a été juste le déclencheur qui a pointé autre chose, et c'est quelque chose qui se corrige assez facilement en thérapie en fait. Donc cet enfant de 6 ans, je parle du principe que ça sera un tueur et qu'il n'ira pas voler des voitures dans la réalité, quoi qu'il advienne. Par exemple, j'avais entendu parler aussi d'un enfant, du coup c'est un enfant de 3 ans, donc moins de 3 ans, qui avait vu un film d'horreur, je sais pas comment il était tombé dessus, et donc du coup, à partir du moment où il avait vu ce film, ça n'a pas été compris, il s'est structuré sur quelque chose qui était proche de la psychose en fait. Donc parce qu'il a été spectateur de quelque chose de violent, d'incompréhensible, et donc du coup ça a carrément bougé sa structure psychique à ce moment-là. Là, c'est des cas extrêmes justement d'une exposition avant 3 ans, et sur un film d'horreur aussi, puis c'est très très rare d'être exposé à ce genre de choses. Mais on peut imaginer que sur des jeunes enfants, ça ait quand même une influence. Au niveau, on voit que les recommandations en fait du CSA pour les programmes télé sont plutôt bien respectées d'une manière générale par les parents, dans les familles. Par contre, la norme pays, elle a plutôt ignorée en fait. Moi, quand je fais des interventions scolaires, j'ai des nombreux, à partir du CM1, CM2, j'ai la moitié de la classe, une bonne dizaine d'enfants, qui jouent à des jeux PEGI 18. Donc généralement on me dit Call of Duty, GTA, parfois Resident Evil. Donc du coup, quand moi je fais des réunions aux parents et que je leur explique très simplement en fait ce qui se passe dans GTA, quelles sont les possibilités de GTA, les parents ils me disent oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, je vais l'interdire à mes enfants. Donc on voit vraiment que le système PEGI, ils ne sont pas préoccupés, et que du coup, quand on leur explique ce qu'il en est, là par contre ils prennent conscience de ce qui est en jeu en fait. Moi là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas encore osé le faire, mettre des séquences vidéo, l'introduction de GTA 4 qui commence par directement une scène sexuelle, et la scène de torture de GTA 5, sans aucun commentaire, juste faire voir aux parents, voilà quoi vos enfants jouent, pour essayer de voir justement, de les mettre justement devant le choc de l'image en leur montrant. J'ai pas encore osé le faire, je sais pas si ça sera très pédagogique, mais pourquoi pas. En Californie, par exemple, depuis quelques années, le fait d'interdire de vendre un jeu, un PEGI 18 à un mineur est interdit par la loi. Alors je sais pas du coup si en Europe il faudrait essayer de légiférer par rapport à ça. Il y avait un moment, ils avaient évoqué une interdiction de vente de jeux PEGI 18 dans les grandes surfaces. Sauf erreur de ma part, au moment de la sortie de GTA 5, il y avait 2 caisses à Carrefour qui ne vendaient que GTA 5. Donc a priori, c'est pas d'actualité. Et au contraire, ils ont compris qu'il y avait une manne financière par rapport à ça, quoi. Mais donc du coup, moi je pense que ça se passe plutôt au niveau d'une sensibilisation des parents, en fait, par rapport à ça, quoi. L'autre point qui est important du coup par rapport aux jeux vidéo, c'est pour les personnes qui souffrent de psychose, c'est-à-dire plutôt schizophrénie, paranoïa. Ils n'ont pas forcément, alors ça dépend du trouble bien évidemment, il n'y a pas de généralité, la distanciation nécessaire avec le média en fait pour pouvoir, et ça peut être perçu par certains comme tout simplement plutôt anxiogène, alors que ce soit un jeu vidéo ou une émission de télé. J'avais une patiente qui était du coup schizophrène, enfin diagnostiquée schizophrène, et qui était assez angoissée au regard de tout ce qui avait un rapport avec la sexualité. Et à la télé, on avait vu, c'était Rendez-vous en terre inconnue, où il y avait une tribu africaine où des femmes qui n'avaient pas de haut, en fait, on voyait leur sein. Elle a été tout de suite angoissée, en fait, par la vue des poitrines des femmes, mais vraiment de manière tellement violente, on avait l'impression que c'est comme si les personnes étaient vraiment devant elle et collées à elle, en fait. Donc, dans certains troubles psychiques, il n'y a pas une distance. Avec le média, l'image est perçue directement comme angoissante, voire agressif, et peut après entraîner, selon les personnes, des délires, un comportement anxieux, ce genre de choses. Bon, bien évidemment, c'est plutôt des cas rares, c'est pas la majorité des gens. A priori, je crois pas qu'il y ait encore eu une littérature disant qu'il y a eu des psychotiques qui sont passés à l'acte après un jeu vidéo, enfin en tout cas en dehors des cas qu'on connaît.
moi, les réflexions que je m'étais fait, c'était par rapport aussi au schéma corporel, en fait, donc, du coup, qui peut être perturbé dans certains troubles psychiques, comme dans la psychose. Alors, par rapport à la Wii, par exemple, ça me semble pas problématique, parce qu'on voit bien quand on bouge une manette Wii que c'est la manette qui reproduit le mouvement à l'écran. Par contre, je pense que j'éviterais d'utiliser Kinect, où là on n'a rien, c'est directement les mouvements du corps qui sont reproduits. J'éviterais d'utiliser Kinect avec dans certains troubles, avec certains patients, parce qu'effectivement ça peut perturber le schéma corporel et susciter plutôt quelque chose de l'angoisse en fait. Donc ça c'est quelque chose qui est à penser. Pour l'instant effectivement on n'a pas énormément d'études qui en parlent. Autre chose par rapport aux jeux vidéo, donc il y a deux types d'attention d'une manière générale. Il y a l'attention endogène, donc qui vient de la personne, c'est une attention volontaire. Quand on lit quelque chose, du coup, on doit se concentrer volontairement et occulter le reste, si on a des personnes qui parlent à côté, les bruits dans la rue. Et on a l'attention exogène, qui va capter l'attention alors qu'on fait autre chose. Par exemple, si vous êtes en train de discuter dans une soirée et qu'il y a plein de monde, vous ne prêtez pas attention en fait au bruit qui est autour. Mais si vous entendez une explosion ou si même tout simplement on vous appelle par votre prénom, ça va vous faire tourner la tête spontanément. Donc à ce moment-là, l'attention est captée. Les jeux vidéo comme la télé, ça sollicite surtout l'attention qui est exogène, donc celle qui vient de l'extérieur parce qu'il y a des sollicitations. Et en fait, on pense qu'une pratique élevée de jeux vidéo, de télé, ce genre de choses, peut entraîner une diminution des capacités attentionnelles. C'est-à-dire on reste moins concentré quand on fait la lecture ou ce genre de choses ou de l'écriture. Encore une fois, ça reste quand même modéré comme effet. Le dernier point, c'est le fait d'être soumis de manière récurrente, donc télévision, jeux vidéo, à des images violentes. Ça peut entraîner en fait un phénomène de banalisation de la violence, notamment de la guerre aussi. Donc ça entraînera absolument aucun passage à l'acte, mais par contre on aura peut-être une attitude plus passive et plus tolérante quand on voit de la violence, c'est-à-dire interpersonnelle, donc de personnes qui se battent, ou même à l'échelle des nations, c'est-à-dire pour la question des guerres, des conflits, ce genre de choses. Alors donc certaines études valident le fait donc que les jeux rendent violents. Donc là, j'ai quand même bien rigolé parce que du coup, j'ai dû faire le tour des études qui disaient oui ou non. Et il y a certaines études qui sont proprement hallucinantes dans leurs conclusions et dans leurs méthodes. Ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez le lire éventuellement tout à l'heure. Donc, on a sa première étude d'un certain monsieur Anderson qui revient assez souvent dans les études et toujours dans le même sens, qui s'appelle, alors en traduisant, ça fait les effets des jeux vidéo violents sur les comportements violents, les pensées violentes et l'irritabilité et les comportements sociaux. Alors eux, ils vont pas par quatre chemins. Dès l'introduction, ils disent l'écurie dans les établissements scolaires, c'est le jeu vidéo. Point barre. Notamment sur le fait, il insiste sur le fait qu'un des tueurs est modifié Doom, comme je le disais tout à l'heure, et ça sert a priori de preuve en fait. On voit tout de suite, ce qui est malheureusement souvent le cas, c'est que dans les études sur les jeux vidéo, les psychologues, généralement les psychiatres qui font ces études, ne connaissent visiblement pas grand-chose aux jeux vidéo. Dans cet article, en fait, ils comparent la violence de Mortal Kombat et de Wolfenstein à celle de Street Fighter. Donc a priori, pour avoir joué au jeu, c'est pas du tout le même niveau de violence, mais il les place sur un point équivalent. Donc déjà, c'est quand même assez étonnant. On voit qu'il connaît pas vraiment les jeux, les auteurs ne connaissent pas vraiment les jeux. Par contre, malgré tout, il souligne en fait le manque de supervision parentale, donc ce que je parlais tout à l'heure du fait du non-respect de la norme PEGI, et le problème d'étiquetage en fait sur les jeux d'une manière générale qui sont pas forcément pertinents selon les pays. Donc le fait de pointer le manque de supervision parentale pour parler justement de la violence des jeux, c'est une très bonne idée en fait. Sauf qu'ils s'en servent absolument pas dans leurs conclusions. Donc du coup, ils occultent complètement ce point-là. Ils ont créé donc un modèle d'agression générale qui leur sert à tout plein d'études, qui est basé sur la psychologie sociale. Alors du coup, la psychologie sociale, ça va être un niveau sociétal. C'est intéressant, sauf que du coup, ils occultent dans cette étude tout ce qui est du niveau de la psychopathologie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de Milgram, par exemple, qui en fait faisait une expérience factice où il donnait des électrochocs aux gens pour voir si les gens, en étant soumis à l'autorité d'un scientifique, acceptaient d'électrocuter et potentiellement de tuer une personne, en fait. Donc, du coup, c'est assez connu. Il y a eu le film I comme Icare avec Yves Montand qui parlait où ça a été repris. Et il y a eu une émission qui est passée il y a quelques temps sur France 2, il y a quelques années, du coup, ça s'appelait Le Jeu de la Mort, quelque chose comme ça, qui reproduisait l'expérience, mais en utilisant non pas l'autorité d'un scientifique, mais l'autorité d'une présentatrice télé, en fait, voir si la soumission à l'autorité était fonctionnelle. Donc, cette expérience est très intéressante d'un point de vue sociétal, sauf que du coup, ce qui a été reproché à Milgram à ce moment-là, c'était de pas analyser du point de vue psychopathologique qu'est-ce qui faisait qu'il y en a certains qui passent à l'acte et pas d'autres en fait.
ou même tout simplement qu'est-ce qui fait qu'il y en a certains qui acceptent de participer à cette expérience et d'autres qui refusent. Donc là, c'est un peu la même chose quand on fait des études du point de vue sociétal. Si on ne tient pas compte des psychopathologies et de ce qui est en jeu là-dedans, l'étude, elle fait finalement que constater des faits, en fait. Donc du coup, lui, cet auteur, ce qu'il propose, c'est que les médias violents, donc les jeux, apprendraient des scripts de violence, c'est-à-dire comment faire pour être violent. Donc si j'ai bien compris, en gros, en regardant Jean-Claude Van Damme, je deviens ceinture noire et je peux aller taper les gens, et en jouant à Doom, je sais recharger des armes et aller viser. Donc c'est pas très cohérent. Et deuxièmement, ça crée un état d'agressivité et d'irritabilité. Il précise à ce propos que même les jeux non violents peuvent rendre agressifs à cause de leur haut niveau de frustration. Donc ça, c'est intéressant, on va en parler. Donc du coup, c'est une méta-étude, c'est-à-dire qu'il fait la synthèse de 33 études, et donc pour lui, il valide le fait que les jeux entraînent des comportements plus agressifs. Alors il parle de comportements, et non pas de pensée et de ressenti. Donc il fait un lien avec les comportements plus agressifs, et ça entraîne une baisse de la sociabilité. Alors on va pointer tout de suite la notion de frustration, qui est si primordiale dans le sujet dans lequel on est en train de parler. La frustration du jeu qui entraîne un passage à l'acte, en fait. Donc c'est quelque chose qui est propre au jeu, mais qui est propre au sport aussi. Alors ce qui définit un jeu d'une manière générale, comme le sport, on parle de jouer au foot, jouer au rugby, donc du coup c'est un jeu, le sport aussi, c'est d'une part en fait les règles, donc aussi minimalistes qu'elles soient. Donc il y a un juste équilibre entre trop de règles et où on s'amuse pas, et pas du tout de règles. Et donc le monde virtuel des jeux vidéo n'est pas comme, contrairement à ce qu'on peut entendre par rapport à ses détracteurs, un monde, comme on disait hier, de jouissance absolue, de décharge absolue, on peut tout faire. Ce qui fait que le jeu est le jeu, c'est qu'il y a quand même des règles. Sinon, du coup, c'est plus un jeu. Donc il y a des contraintes qui existent et qui forcent le joueur à élaborer des stratégies justement pour arriver à la satisfaction, à gagner le jeu tout simplement. Donc le virtuel ici, c'est pas un état complètement fou où on peut faire tous nos désirs n'importe comment, mais c'est plutôt les règles du jeu font justement un cadre à ça en fait, un cadre de ce qui pourrait être un débordement pulsionnel. Donc du coup, c'est intéressant de réfléchir autour de la notion de frustration qui est provoquée par l'absence de décharge immédiate. On peut pas gagner tout de suite. Pour que ce soit amusant, il faut qu'on soit d'abord un peu, il faut qu'il y ait des obstacles en fait, quelque chose qui les empêche. Une autre critique du jeu dans plus des règles, c'est que du coup que l'enjeu soit incertain. Quand on joue à un jeu, il faut qu'on soit sûr de pas pouvoir gagner. Si on est sûr de gagner, c'est plus un jeu, c'est plus amusant. C'est valable pour les jeux vidéo, c'est valable pour le sport aussi. Donc cela entraîne une possibilité d'échec, donc de frustration. Mais la frustration est souvent vue comme quelque chose de négatif, alors que pas du tout, au contraire. Le jeune enfant, quand il naît, il doit être confronté à la frustration par ses parents d'une part et par le milieu scolaire, pour bien comprendre qu'il n'est pas tout puissant, que le monde n'est pas à lui, que les personnes en face, ce sont des humains comme lui, et que c'est pas des objets qui sont à sa disposition. Donc l'apprentissage de la frustration, c'est justement primordial. Et c'est en allant au-delà, en faisant avec, en allant au-delà de cette frustration, que l'enfant, il va devenir sociable et qu'il aura des objectifs, des buts dans la vie, en fait. Et donc le sport, c'est une parfaite métaphore de cette mise en jeu de la frustration. C'est pour ça qu'il est primordial en fait pour les enfants de faire du sport, pas juste pour l'activité physique, mais justement apprendre à dépasser ces frustrations, à les accepter et à les dépasser. Donc le même de mécanisme de je suis frustré donc je m'améliore pour dépasser cette frustration et gagner dans le jeu, c'est valable dans les jeux en général et également dans les jeux vidéo. Quand on était petit et qu'on perdait au barrage à Tortue Ninja sur NES, on s'acharnait de manière à pouvoir au bout d'un moment y arriver. Le seul cas où dans les jeux vidéo ça marche pas, c'est dans les jeux comme Candy Crush Saga par hasard, où vous êtes frustré par la perte, par l'échec, et le seul moyen d'arriver à continuer quand vous êtes bloqué, c'est de payer là du coup. Contrairement aux jeux où on peut réessayer, là ils font exprès de mettre un niveau élevé à certains endroits pour exprès frustrer, et le seul moyen de casser cette frustration, c'est de payer. Donc là on voit du tout que le jeu est plus du tout un jeu au sens où on l'entend pour jouer, c'est un modèle économique qui sert uniquement, le jeu est créé uniquement pour faire de l'argent. Donc du coup c'est pour ça que même si ce genre de jeu je le déconseille généralement fortement, si vous voulez jouer à ce genre de jeu vous pouvez jouer à Columns, à Tetris ou à n'importe quel casse-brique, ça marche bien et du coup il y aura quand même une progression qui ne sera pas barrée par justement la carte bleue finalement. Donc la frustration qui est due à l'échec, ça entraîne une irritabilité, oui tout à fait, mais qui est temporaire, qui est naturelle, et c'est l'apprentissage de cette irritabilité au moment de la frustration qui fait partie intégrante du jeu, du sport. Du coup c'est là où on comprend que dans le jeu la justesse du niveau du gameplay et la difficulté est cruciale justement pour que ça puisse être intéressant. Mais quand on voyait à l'époque John McEnroe qui fracasse sa raquette quand il perd, à aucun moment à ma connaissance on a dit que le tennis ça rendait violent. C'est exactement le même mécanisme. De la même façon, on peut même aller encore plus loin quand on voit la violence d'un sportif dirigé vers, non pas la raquette, mais une autre personne, comme le coup de boule de Zidane sur Materazzi. C'est compris aussi en fait. Il y a quand même une agression directement vers une personne, mais on n'a pas dit que c'était le football qui rendait violent.
Donc là, la frustration et la colère qui s'ensuit, elle est comprise en fait quand c'est le sport, parce que le sport c'est une pratique qui est ancestrale et le genre de comportement il est compris et il est pensé, il est accepté en fait dans notre société, au moins dans une certaine mesure. Hein. Quand Mike Tyson il arrache un bout d'oreille à quelqu'un, là par contre on peut considérer qu'il y a de la mutilation et que c'est un peu too much. Donc du coup on peut se demander pourquoi dans le sport c'est accepté alors que quand il y a un gamin qui jetait sa manette Super Nintendo quand il perd contre Bison dans Street Fighter, alors le jeu il est pointé comme rendant violent tout de suite, alors qu'en fait en réalité ça apprenait à dépasser sa frustration dans la même logique sportive. Donc là du coup c'est ce que j'ai pointé hier, c'est la nature d'innovation effrayante du jeu vidéo qui entre autres fait sans doute partie de la réponse. D'autres études ensuite, de 2003, les effets des jeux vidéo violents sur les adolescents. Donc là en fait il prend comme base des études de la psychologie du développement, donc qui évolue le développement de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, et qui dit que l'adolescence c'est une période de recrudescence de la violence, et que du coup le jeu vidéo il a juste plus d'impact sur la violence à ce niveau-là parce que c'est l'âge où il y a plus de violence. Donc du coup il précise qu'on ne peut pas conclure sur l'impact du jeu vidéo sur une période entière de vie en disant qu'en jouant jeune ou adolescent ça rend violent plus tard. Il dit juste que ça exacerbe quelque chose qui est déjà présent à ce moment-là. Une étude de 2004 qui fait donc une méta-étude, c'est-à-dire une étude des études pour prouver encore une fois en prenant la base de la psychologie sociale que l'exposition aux jeux violents augmente les pensées et comportements agressifs et les autres effets négatifs. Donc encore une fois, observation d'un point de vue sociétal, sans s'intéresser au psychisme des sujets observés, du coup ça apporte aucune réponse sur ce qui est en jeu dans les mécanismes de violence au passage à l'acte en fait. Donc, toutes ces études ont le même défaut en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les effets de la violence des jeux vidéo violents sur les habitudes et l'hostilité, les comportements agressifs des adolescents et les performances scolaires. Donc on a 607 enfants qui sont mesurés, donc temps de jeu, actes de violence, par des questionnaires qui sont auto-administrés. Alors là, bien évidemment, quand on parle d'études d'une manière générale, vous entendez parler d'études de psycho, il y a souvent ce qu'on appelle des biais. Des biais, c'est des erreurs qui peuvent être méthodologiques, par exemple. Faire un questionnaire auto-administré, c'est-à-dire que c'est les personnes eux-mêmes qui vont dire « je joue tant de temps, j'ai été tant de temps dans des actes de violence ». Du coup, c'est absolument pas valide parce qu'à partir du moment où on répond, on s'insère dans une enquête, dans un dispositif comme ça, il y a forcément un biais qui va faire qu'on va essayer d'être un peu mieux que ce qu'on est, ce genre de choses. Donc du coup, comme c'est pas des comportements qui sont observés, ça a d'office moins de valeur. Donc du coup, l'étude, elle prend pas en compte, comme je disais, les pathologies, mais elle, au moins, elle le dit. Donc du coup, elle inclut aussi un lien entre la consommation de jeux vidéo violents et les bagarres, les altercations avec les enseignants notamment. Donc du coup, il conclut quand même sur un lien et pas des moindres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le titre est trop compliqué, je ne vais même pas le traduire. Alors, une expérience sur 57 enfants de 10 à 13 ans. Alors, il faut savoir qu'une étude sur 57 enfants, ça n'a strictement aucune valeur, c'est pas représentatif. Pour que ce soit représentatif, il faut que ce soit un plus grand effectif. Sauf que du coup, quand il y a une étude qui pointe en disant les jeux vidéo rendent violents, qui est à disposition de tout le monde, du coup, ces études, en fait, les gens vont pas forcément les chercher dans l'étude, vont pas l'imprimer et la lire pour lire la méthode, le nombre de personnes, l'échantillon. Donc du coup, ils vont dire, ah, vous voyez, les jeux vidéo sont rendent violents, ce sont des conclusions. Alors qu'en fait, il suffit tout simplement de partir du fait que un tout petit échantillonnage de personnes, du coup, c'est pas du tout juste et pertinent. Alors eux, ils démontrent par contre un truc intéressant malgré tout, c'est que le fait de jouer à des jeux violents comporte les garçons à avoir des comportements plus violents que le fait de regarder la télé tout simplement par exemple, mais pas chez les filles. Donc eux, ils pointent bien une différence d'éducation entre les garçons et les filles, en fait, de ce point de vue-là, une différence d'effet. Alors ça, c'est assez intéressant, mais du coup, ça renvoie à un point de vue plutôt sociétal de savoir qu'est-ce qui fait que les comportements violents seraient plutôt l'apanage des garçons plutôt que des filles. Alors il y en a qui utilisent l'argument de la testostérone, que c'est la testostérone qui rend agressif, ce qui ne fonctionne pas puisque ça arrive qu'à partir de l'adolescence. Pour les jeunes enfants, ça ne devrait pas s'observer. Donc du coup, c'est plutôt au niveau sociétal qu'il faut le chercher par rapport aux représentations qu'on a et à l'éducation qu'on donne aux garçons et aux filles. Donc les garçons, pour schématiser, vont dans notre société être plutôt éduqués avec des comportements qui sont violents, qui sont tolérés, contrairement aux filles. Si vous avez un groupe de garçons qui jouent à sauter dans tous les sens, à crier, à tirer en faisant semblant de se tirer dessus, on dira ils ont la pêche, les garçons, ils sont en bonne santé. Quand c'est un groupe de petites filles qui vont faire ça, on dit calmez-vous un petit peu, elle est plutôt dessinée, elle est plutôt discutée, elle est plutôt jouée à des jeux plus calmes, ce genre de choses. Et c'est un comportement qui s'observe un peu d'une manière générale. Il y avait une étude qui était faite, on filmait en fait des bébés, des nourrissons qui venaient de naître, qui étaient habillés soit en bleu, soit en rose, mais complètement indépendamment si c'était un garçon ou des filles en fait. Donc du coup, on avait des garçons en bleu ou en rose et des filles en bleu ou en rose, et on les filmait en train de pleurer. Et on faisait voir à des personnes ces vidéos de garçons ou de filles en train de pleurer. Et quand on avait un bébé qui était habillé en bleu,
Donc, ce que je disais avant, c'était un garçon. Les gens disaient, oh là là, il est en colère, il est pas content, là, il est énervé. Quand c'était une petite fille, oh la pauvre, elle est triste, elle a du chagrin, elle a de la peine. Donc du coup, spontanément, on fait directement dès la naissance une séparation entre les garçons et les filles. Donc ces différences qui s'observent dans cette étude-là, encore une fois, je ne disais pas forcément pertinente, cette étude-là, mais ça peut être pensé. C'est pas forcément les jeux vidéo qui rendent violents plus les garçons que les femmes. C'est plutôt en amont l'éducation qui est pas la même en fait, et la manière d'exprimer une frustration qui est pas la même. Mais du coup, c'est au niveau sociétal en fait. D'une manière générale, en fait, donc là j'ai cité quelques études qui disaient que oui, ça rendait violent d'une manière générale. On voit qu'il y a quand même, d'une manière générale, un gros manque de consensus dans les études. Pour que ça soit valide, il faut qu'ils aient tous un très gros échantillon, pour que les conclusions puissent être significatives. C'est pas forcément facile à mettre en place, évidemment. Et le même référentiel en termes de choix de jeu. Donc déjà, quand on voit que les psychologues et les psychiatres ne connaissent pas les jeux, savoir sur quel jeu ils testent. Pourquoi est-ce qu'on va faire jouer les jeunes à Call of Duty plutôt qu'à GTA, plutôt qu'à Street Fighter pour juger la violence? Pour que les études puissent être comparables, il faudrait que ce soit exactement le même jeu. Ou alors des jeux qui sont reconnus comme ayant exactement les mêmes vertus, et ça, c'est pas le cas, bien évidemment. Qui plus est, la grande majorité des études que j'ai trouvées sont des études américaines, en fait. Donc, du coup, c'est basé sur des patients américains. Donc il y a des différences interculturelles qui jouent bien évidemment, notamment au niveau des représentations de la violence. Alors là du coup, je parle en mon nom propre, j'ai pas forcément d'études qui le prouvent. On voit que dans la société américaine, les armes, le permis de port d'armes, c'est quelque chose qui est au centre de la démocratie américaine, le célèbre deuxième amendement. Donc du coup, c'est quand même pas la même chose que dans d'autres sociétés où c'est pas le cas en fait, tout simplement. On voit dans le film Bowling for Columbine de Michael Moore qui parle justement de la tuerie de Columbine que les actes de violence aux États-Unis diminuent, mais que les faits divers reportés au journal de 20 heures augmentent alors que les faits diminuent. Donc du coup, justement, on a une espèce de paranoïa qui est autour de la violence, ou paranoïa au sens commun, qui se développe et donc du coup qui influe sur les personnes. Donc du coup, ce qui est visible sur les sujets américains n'est pas forcément pour les sujets de toute la planète. Sauf que quand on dit le jeu vidéo ça rend violent, je considère que le jeu vidéo d'une manière générale rend violent tous les êtres humains en général. Donc pour que ça puisse être valable, il faudrait qu'il y ait des chercheurs de toute la planète qui se synchronisent en même temps pour faire une méta-étude, donc une étude généraliste sur les Américains, Amérique du Sud, Européens, Africains, Asiatiques, donc de partout en même temps. Bien évidemment, c'est quelque chose qui est très 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 lourd à mettre en place, mais ce serait la seule solution pour que ça puisse être un peu parlant, quoi. Donc la méthode expérimentale, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose où on fait jouer à des enfants, des jeunes, enfin en l'occurrence des enfants, à des jeux et on observe. Donc c'est quand même pas mal, beaucoup plus que le fait de répondre à des questionnaires qui sont du coup auto-administrés. L'inconvénient, c'est que du coup ça reste quand même une expérience de laboratoire et que ça correspond pas forcément à la réalité de la vie de tous les jours. Pour que ça puisse être observable, il faudrait en fait pouvoir observer des gens de manière dont on appelle longitudinale, c'est-à-dire sur du long terme et sur des conditions dans la vie de tous les jours. Sauf que du coup c'est difficilement mesurable aussi, parce que comme c'est pas des conditions qui sont contrôlées en laboratoire, on est en termes de temps de jeu, en termes de choix de jeu et toutes les autres variables, du coup c'est compliqué d'aller savoir chez chaque personne sa pratique du jeu. Donc du coup, on a toujours des biais dans un sens comme dans l'autre. C'est très difficile de faire des études qui soient pertinentes et qui soient objectives en fait, tout simplement, quoi. Après, on a une orientation clairement idéologique, notamment dans les études de Anderson, où on voit que clairement, on a l'impression que cette personne-là, malgré le fait qu'il y ait des études qui disent le contraire, il n'en tient absolument pas compte. Il ne tient compte que des études qui vont dans son sens à lui. On dirait qu'il fait ses études pour prouver son idée à lui. Alors après, est-ce que c'est une idée parce qu'il a des parts dans un truc qui est contre les jeux vidéo, ou c'est une idée à lui préconçue, on ne peut pas le savoir. Mais du coup, des biais idéologiques comme ça, au bout d'un moment, ça se voit en fait, tout simplement. Quand il y a une étude, ça se voit pas, mais quand il y en a plusieurs, on voit que la méthode, elle est du coup dérivée, quoi. Donc du coup, c'est pas forcément ce genre. Il faut prendre les études comme ça toujours avec des pincettes. Quelle heure est-il? Oula. Il reste combien de temps? Un quart d'heure, bon ça va. On attaque le nom maintenant. Donc on a vu donc tout ce qui était oui, on va attaquer donc le nom. Alors, d'une manière générale, le jeu aurait une fonction cathartique. D'une manière générale, ça fait partie des 3 fonctions du jeu qui est proposée par un monsieur qui s'appelle Valeur. Donc la fonction cathartique. Alors ça renvoie à la catharsis, donc qui fait référence à Aristote. Il parlait de ça par rapport à la tragédie, donc sur scène. C'est-à-dire que le fait de voir tout ce qui était pitié, frayeur sur scène, ça réalise une épuration de ce genre d'émotions, en fait, tout simplement. Donc le but de la tragédie du théâtre, c'était de purger ses affects. Donc le concept de catharsis a été repris par Breuer, puis par Freud pour la psychanalyse, en fait.
Donc du coup, l'idée c'était de relier un souvenir qui était refoulé, c'est-à-dire d'une certaine façon oublié, à un affect qui permet du coup de purger cet affect. Et en fait, donc Valeur propose que c'est ça qui est en jeu dans le jeu vidéo. En fait, c'est une fonction cathartique. De la même façon qu'on voit une pièce de théâtre qui peut être violent, peut faire peur, dans le jeu vidéo, c'est un peu la même chose en fait, une fonction cathartique d'identification au protagoniste du jeu, du coup, qui permet de se détacher des envois d'inconscience en les projetant dans le jeu littéralement. Donc, ce qu'on appelait l'autre scène en parlant du théâtre, mais du coup pareil pour le jeu vidéo. Alors pour la petite comparaison, c'est ce qui était, vous voyez, dans la transgression des interdits pendant le carnaval. Alors historiquement, peut-être moins maintenant, mais historiquement le carnaval c'était au moment où on portait le masque, et sous couvert de porter le masque et de l'anonymat, on pouvait faire n'importe quoi, on pouvait se livrer à tous les débordements qu'on pouvait pendant cette période, ces 3, 4 jours, semaines de carnaval en fait. Donc du coup le jeu vidéo c'est un peu cette fonction là, c'est de dire là je peux me lâcher. Et du coup le masque du carnaval qui permet de cacher son identité, on peut utiliser en fait l'avatar du gamer comme le miroir virtuel finalement du masque du carnaval qui permettait de se cacher pour se lâcher en fait. Donc du coup le jeu en fait il permet tout simplement de se mettre en colère littéralement d'un point de vue psychique. Il va donc fonctionner comme une espèce d'antidépresseur, alors j'étais autant au sens commun, parce qu'on peut justement faire émerger quelque chose des pulsions agressives, mais dans un contexte qui est cadré, structuré. Alors, ce genre de choses, quand on voit un enfant, un adulte qui joue à un jeu en disant « Ah putain, je vais le tuer, je vais le défoncer, je vais le tuer, je vais le triper », ce genre de choses, on a l'impression que c'est plutôt négatif. Bien évidemment, c'est pas le cas. J'avais un patient qui devait avoir 5 ans. Dans chaque séance qu'il faisait avec moi, il avait des personnages qu'il mettait par terre, des jouets, et avec une voiture, il fonçait sur les personnages, il les écrabouillait, en hurlant, il éclatait de rire vraiment spontanément en disant ah vraiment vu de l'extérieur, ça donnait vraiment le gros sadique qui écrasait des piétons quoi. Alors qu'en fait, justement, c'est dans cette séance de thérapie qu'il pouvait se permettre d'exprimer toute la violence qu'il pouvait pas faire ailleurs, parce que lui, il se battait à l'école, il se faisait engueuler pour ça, il se faisait punir pour ça. Donc là, il était autorisé à le faire, justement, sans qu'il soit jugé comme étant quelque chose de négatif. Et à partir du moment où, justement, c'était autorisé là, ça permettait d'avoir un comportement plus adapté à l'extérieur. De la même façon, j'avais un patient qui, quand il jouait à des jeux de société avec moi en thérapie, il me fracassait. Il disait « Ah, je vais te battre, t'es nul, je suis le meilleur, t'es lamentable ». Vraiment, il faisait tout pour vraiment me ridiculiser, me mettre du bactère. Ce garçon, il avait un problème de violence, il passait à l'acte, il se battait tout le temps à l'école. À partir du moment où il a été autorisé à me fracasser moi dans un contexte qui était cadré et autorisé, à l'école, il a arrêté d'avoir un comportement violent. Alors du coup, il est passé dans un premier temps sur des insultes, donc, du coup, il se battait plus, et on peut imaginer, du coup, après j'ai passé le relais parce que du coup, j'ai arrêté de travailler à cet endroit-là, qu'en continuant la thérapie, du coup, ça allait passer justement sur uniquement les décharges agressives dans le cadre de la thérapie, et puis ni dans les actes, ni dans les mots, en fait. Donc du coup, le jeu vidéo, il sert vraiment à ça. C'est-à-dire là, c'est autorisé d'aller tuer des innocents, c'est autorisé d'aller tabasser n'importe qui, c'est autorisé d'aller voler une bagnole parce qu'elle est jolie et que je la veux. Et donc du coup, on peut défouler justement là-dessus sans être jugé, et de manière autorisée. Donc l'effet cathartique du jeu, il est là, en fait. Il y a des études qui valident cette théorie, en général. Il y en a qui font le lien entre la sortie des jeux violents les plus vendus et les crimes violents pendant la période qui s'ensuit aux États-Unis. Donc en fait, on a un graphique où on voit les jeux, les ventes qui augmentent et les crimes qui descendent en même temps. Donc vraiment en même temps. Donc du coup, l'étude conclut que la pratique des jeux vidéo violents serait un des facteurs ayant entraîné une diminution de taux de criminalité aux États-Unis. Alors eux, au niveau des facteurs, ils disent tout simplement que c'est le temps passé à jouer qui n'est pas passé dans la rue à commettre des actes de violence. Donc du coup, et le fait qu'en plus, comme l'agressivité elle émerge dans le jeu, du coup elle émerge moins à l'extérieur. Et donc du coup, il y avait un sociologue qui avait déjà remarqué que 10 ans après Doom en 93, le nombre de meurtres commis par les mineurs avait diminué aux États-Unis. Donc eux, ils le pointent directement. Il y a une autre étude qui reprend les mêmes statistiques, mais qui dit que non pas les jeux vidéo diminuent le nombre de crimes, mais qu'au moins ça ne fait pas augmenter en fait, que la sortie des jeux violents ne font pas augmenter les actes criminels violents chez les mineurs, donc au moins il y a ça comme preuve. Ils vont pas jusqu'à dire qu'il y a un lien direct. Le jeu ensuite il y a une fonction transitionnelle, donc ça correspond aux théories de Winnicott en fait. Donc c'est un espace transitionnel, donc ça filtre le rapport du sujet à la réalité. C'est-à-dire que du coup, ça fait, il y a la personne, il y a la réalité, et il y a un objet au milieu. Le jeu vidéo, c'est cet objet au milieu. Donc
Donc ça assure une fonction transitionnelle. D'une part, ça peut assurer une fonction avec le thérapeute. Donc comme j'expliquais hier, moi j'ai des patients qui viennent me voir, qui parlent pas à la base. Je leur dis emmène-moi ta DS, emmène-moi ta PSP, alors que les parents disent mais arrête de jouer, ça sert à rien, c'est bête et tout. Moi j'autorise justement le fait je m'intéresse à ce qu'il joue, et donc du coup l'objet fait une transition entre lui et moi. Donc du coup on peut établir une relation thérapeutique et donc du coup faire une psychothérapie qui commence par rapport à ça et du coup qui apporte ses fruits, alors que peut-être ces gamins-là, si personne n'était soucié, notamment le thérapeute, de ce qui leur importait vraiment, qui était au centre de leurs préoccupations, peut-être qu'ils ne seraient pas rentrés en rapport avec le thérapeute et que du coup le suivi aurait pas pu être fait, peut-être hein. Et c'est des hypothèses. Donc ça assure une fonction transitionnelle avec le thérapeute, mais aussi avec les autres, d'une manière générale en fait, hein. Quand des personnes qui ont des rapports sociaux qui peuvent être problématiques, comme j'ai expliqué hier, des personnes qui sont enfermées dans la vie réelle, qui du coup sont très très sociables, entraident dans les jeux vidéo, sont voire chefs de guilde, responsables, ce genre de choses. Donc du coup, il faut le jeu pour pouvoir aller vers l'autre. Donc c'est déjà un bon début finalement, parce que s'il n'y avait pas le jeu, peut-être qu'il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de rencontre avec l'autre, quoi. Donc du coup, l'accès dans ce monde virtuel, ça permet pour certains, notamment des patients en thérapie, de rejouer en fait tout ce qui est scène traumatique. Donc il y a Michael Stora qui avait utilisé le jeu Ico sur PlayStation 2 en fait dans un but thérapeutique. Donc en fait Ico dans le jeu c'est un enfant qui est différent parce qu'il a des cornes et il est enfermé dans un château. Et donc du coup lui il avait fait le parallèle avec ses patients qui avaient des troubles psychiques, donc qui étaient étiquetés au nom de la société comme différents et qui étaient enfermés d'une certaine façon dans un milieu hospitalier fermé en fait. Et donc du coup, il a fait littéralement une lecture psychanalytique du récit du jeu. Alors je sais pas si vous connaissez Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, où en fait il essaie d'expliquer dans Blanche-Neige, dans Les Trois Petits Cochons, et ainsi de suite, qu'est-ce qui se joue derrière. Et Michael Stora, il essaye de faire la même chose avec les récits des jeux vidéo en fait, et s'en servir d'un point de vue thérapeutique. Et du coup, on voit des comportements qui sont complètement différents dans ce jeu par rapport aux pathologies, et du coup justement, qui permet d'élaborer par rapport à ça et d'avancer. Voilà. Et donc la dernière fonction du jeu, c'est une fonction qui serait plutôt d'apprentissage ou d'imitation. Et là, on voit qu'en fait, il y a pas mal d'expérimentations qui prouvent l'acquisition d'un savoir-faire, en fait, donc tout ce qui est les jeux de mémoire, ce genre de choses, il y a quand même un effet. Donc j'ai pas mal d'études de 2006, 94, 2005, 94, qui montrent les impacts du jeu vidéo sur tout ce qui est la mémoire. Éventuellement pour les serious games qui ont un lien avec l'apprentissage scolaire, des effets bénéfiques sur l'apprentissage justement. Donc les capacités cognitives et en fait sur les aptitudes spatiales. Donc il y a une étude qui était très intéressante où ils ont fait des tests donc en fait où on montrait une figure qui était en 3D et on en faisait même une deuxième figure qui était soit une rotation de la figure dans l'espace, soit qui était une autre figure, et ils faisaient faire le test à des garçons et des filles pour voir s'ils reconnaissaient au bout de combien de temps ils arrivaient à trouver que c'était la même figure ou pas. Donc les garçons étaient beaucoup plus rapides à reconnaître la figure en 3D que les femmes. Ils les ont fait jouer une dizaine d'heures à Medal of Honor, donc notamment sur tout ce qui était orientation dans l'espace, hein. Et donc du coup ils se sont rendus compte que les différences elles étaient quasiment éteintes après, il n'y en avait quasiment plus. Donc du coup le fait de jouer à un FPS, donc un jeu de tir en 3D en s'orientant dans l'espace, a permis d'améliorer les aptitudes spatiales. Donc du coup ça c'est une des fonctions du jeu qui peut être utilisée en fait. Au niveau violence, pour en revenir là-dessus, donc du coup il y a une étude de Ferguson en 2007 qui prouve que l'irritabilité qui est liée à la pratique du jeu vidéo, elle s'estompe entre 8 et 15 minutes. Donc du coup ça rend irritable sur le coup, comme on avait dit pour le sport, mais ça perdure pas en fait. Et il y a même certaines études un peu bizarres qui prouvent que les jeux vidéo violents augmentent la résistance à la douleur en fait. C'est-à-dire que le moment où on a une pulsion agressive dans le jeu, on est plus résistant à la douleur. J'ai encore un peu de temps. Ouais, c'est gentil aujourd'hui. Il y a une étude aussi qui est commandée par PopCap. Alors PopCap, c'est l'éditeur de Zuma, Plants vs Zombies. Donc déjà, quand une étude est commandée par un éditeur de jeu, déjà on a un petit problème de neutralité. Et puis étudié sur 59 participants, donc le panel est insuffisant. Mais bon, ce qui est diagnostiqué dépressif. Donc en fait, ils font deux groupes. Il y a une étude expérimentale où ils jouent une demi-heure par jour à un jeu casual. Donc de PopCap, il y avait BG Well, enfin des petits jeux comme ça qui étaient plutôt populaires avant Candy Crush notamment. Et les autres, ils avaient juste à lire en fait des recommandations relatives à la dépression en fait. Et les auteurs concluent que le jeu vidéo, donc grand public, le casual, réduise l'anxiété en fait. Parmi les hypothèses avancées, c'est le fait qu'il s'agisse d'une activité ludique, accessible à tous, que ça ait des vertus autant antidépresseurs que le fait de jouer à un jeu de société avec des jeux de cartes en fait quoi.
Donc l'étude, bien évidemment, elle est sans doute orientée, un panel insuffisant, mais c'est assez intéressant pour se poser la question. Moi, je m'intéresse en fait à savoir si les mécanismes de ce genre de jeu, notamment Candy Crush, mais comme j'ai vu avec Candy Crush, il y a quand même un gros inconvénient, pourraient avoir une indication thérapeutique, notamment auprès des personnes âgées en maison de retraite. Donc je vais essayer de réfléchir, moi, sur quel jeu pourrait avoir des vertus thérapeutiques et essayer de tester sur des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, voir si finalement ça pourrait avoir une vertu thérapeutique ou pas. Donc moi, c'est le genre d'études que je vais pouvoir mener. Et on va terminer sur les études par la grosse étude de Ferguson, que je viens déjà de citer. Donc lui, il étudie un large panel d'enfants, donc plus de 1200, mais lui, par contre, il prend toutes les mesures en compte, c'est-à-dire la violence dans les jeux, le stress, la participation à des activités extrascolaires, la présence et le soutien de la famille, et de manière générale. Alors, il pointe que le fait que les garçons jouent plus volontairement à des jeux violents, donc ce qui du coup va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, l'éducation qu'on donne aux enfants par rapport à la violence, et que dans son étude, ils sont plus impliqués dans les comportements violents. Ça, c'était pas du tout pris en compte à la base dans les autres études, en fait. Et donc, il prouve, lui, que les actes de violence chez les jeunes ont diminué, alors que la vente de jeux vidéo ont augmenté sur la même période. Donc du coup, lui, c'est celui qui précisait que les jeux n'ont pas forcément fait diminuer la violence, mais ils n'ont pas fait augmenter. Donc du coup, il conclut que le lien entre jeux vidéo et actes de violence est carrément nul. Donc lui, il ne dit pas, comme je le disais tout à l'heure, que l'effet cathartique fait diminuer la violence, il dit juste qu'on ne peut pas prouver que ça augmente. Donc ce qui va dans un autre sens, mais qui va quand même pas dans le sens du fait que les jeux vidéo vont être violents. Le niveau d'agressivité et quantité de stress était indicateur le pourcentage d'agressivité et de stress était par contre indicateur du niveau de violence, effectivement. J'ai presque fini, t'as vu. Je suis dans les temps, hein. Ça va, je te mets pas la pression. Hier, tu m'as mis la pression à Clément. Donc, l'origine de la violence, comme on a dit, au final, ça serait polyfactoriel. Donc, il y a le jeu vidéo qui, effectivement, la part du jeu peut exister comme facteur déclencheur, mais ça reste une part minoritaire. On a eu par exemple qu'il y a eu des passages à l'acte après la sortie du film Scream par exemple. Donc du coup, les médias d'une manière générale violents peuvent avoir un rôle de déclencheur, mais il y a toute une batterie de facteurs avant qui sont à prendre en compte. Donc les sujets qui sont les plus à même de passer à l'acte sont ceux qui avaient en amont des prédispositions psychiques. Donc des troubles psychiques, comme on l'a vu, ou la dépression, une faible estime de soi, difficulté de sociabilité ou des moments de vie difficiles. Mais par contre, sur les patients notamment qui sont dépressifs, on peut voir que quand on a une espèce de baisse d'énergie, de pulsion de manière générale sur ce sujet, on observe au moment du jeu un regain de vie. Donc du coup, le jeu, il fait à ce moment-là plutôt office d'antidépresseur, justement. Donc même chez les personnes qui ont des troubles, le passage à l'acte reste quand même très rare et ça peut quand même avoir des vertus positives chez les personnes même qui ont des troubles. Voilà. -5. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Merci Jean-Paul déjà. C'était très intéressant. D'ailleurs, petit parallèle par rapport à Carmageddon. En fait, à la base, c'est un jeu qui est adapté d'un film qui s'appelle Death Race 2000 avec David Carradine et Sylvester Stallone. Stallone avant qu'il soit connu d'ailleurs. Voilà. Juste avant Rocky, quoi. Et comme ils n'ont pas eu la licence pour le nom du film, ils ont fait Carmageddon, ils ont sorti sous un autre nom. Donc, film qui était passé un peu inaperçu d'ailleurs. Un gros nanar avec le recul quand même. Contrairement au jeu, et dans le film pareil, c'était une course dans laquelle il fallait écraser un maximum de personnes pour faire des points. Et certains suicidaires qui avaient un favori se jetaient même sous les roues des voitures pour faire gagner leur favori, quoi. Donc voilà, vrai nanar que je vous conseille si vous voulez rigoler avec des copains, autour d'une pizza et des bières. Complètement, oui. Et question peut-être par rapport aux jeux vidéo anti-agressifs. Ouais, toi? Ah bah ouais, toi c'était obligé. J'ai le droit de poser une question. Si je me filme pas, la question des jeux anti-agressifs est intéressante, mais la question inverse est aussi possible. Est-ce que les gamins ou les gens qui ont tué n'ont pas été d'abord, se sont pas servis des jeux vidéo comme défouloir? Est-ce qu'ils se sont pas justement, est-ce que ça n'a pas retardé le moment où ils auraient peut-être fait un passage à l'acte? Est-ce qu'on peut pas voir ça aussi comme un peu comme une addiction sur un tueur en série qui va avancer, puis à un moment donné, il va le faire de plus en plus parce qu'il a de moins en moins de satisfaction. Est-ce que les jeux vidéo ne permettent pas justement de retarder ce moment finalement? Est-ce qu'on peut pas le voir comme ça? Alors de le retarder, mais finalement pas assez parce que évidemment ne pas être assez cadrant, c'est ça quoi, au final. L'idée c'est que ça retarde, mais finalement ça arrête pas au final, c'est ça votre question? Non, la question c'est est-ce qu'on... ouais, je sais. Non, la question déjà c'est est-ce qu'on peut considérer que les jeux vidéo leur ont permis
de satisfaire cette envie de faire du mal ou de tuer des gens, par exemple. Est-ce qu'ils ont pu la soulever? Est-ce qu'on peut penser, la question est simple, est-ce qu'on peut penser simplement que ça a retardé, ou est-ce que ça a permis, ou c'est justement quand quand ça leur a plus suffi, qu'ils ont basculé? Alors, moi, je serais tenté de penser, alors du coup, je connais pas exactement les pathologies des personnes, des tueurs. Si je me souviens bien, Breivik qui a été diagnostiqué schizophrène. Du coup, je pense que l'effet qu'il a pu avoir dans le jeu, à mon avis, était relativement nul. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'au final, il y a eu passage à l'acte. Donc après, si ça a retardé, ça a été juste retardé parce que ça l'a occupé, on va dire. Mais je pense pas qu'il y a eu justement un effet retardateur. Après, ceux de la tuerie de Columbine, qui a priori étaient plutôt dépressifs et suicidaires. Alors d'après le film Elephant, je sais pas de comment il se base, alors c'est un film, c'est une interprétation, on a l'impression qu'il y a quand même des troubles beaucoup plus lourds que ça, hein, donc du coup, mais je sais pas exactement les troubles s'ils ont été diagnostiqués ou pas. Je sais pas, moi, je serais pas d'avis de dire que ça a retardé en fait le passage à l'acte. Hein. Je pense que plutôt moi je vois plutôt que c'était indépendant. Après, pour vraiment pouvoir répondre à la question, il faudrait avoir, si c'est le cas bien entendu, si c'était suivi par un psychologue ou un psychiatre, voir un peu ce qu'il en était de leur pathologie pour pouvoir voir le rapport que eux avaient au jeu et le rapport à la pathologie. Mais là, du coup, effectivement, sans avoir les éléments, c'est plutôt compliqué. Mais moi, je serais tenté de dire que non, ça n'a pas eu bien, à mon avis. Mais c'est mon avis. Sur Columbine, il me semble que un est dépressif et l'autre est schizophrène sadique. Ouais, ils se sont un peu bien motivés l'un et l'autre. Moi, dans le film Elephant, j'ai l'impression plutôt de voir des personnes qui souffrent de psychose. Pas dans le film, moi je me base plutôt sur Elephant Columbine. Ouais, voilà. Alors après, du coup, comme on a entendu un peu tout et son contraire, je préfère pas me prononcer parce que du coup, on sait pas, quoi. Bien sûr. Mais surtout les sources de Michael Moore, c'est pas les plus fiables. Oui, voilà, il s'est orienté, donc c'est pour ça que du coup, je préfère pas non plus. Une autre question peut-être? Oui. Alors, j'ai pas très bien compris la réponse à la question de si les jeux rendent violents ou pas. Donc, j'ai pas très bien compris la réponse. Donc, Alors, du coup, ce que je disais, c'est que il y a des personnes qui répondent oui, il y a des personnes qui répondent non, mais que du coup, il y a certaines des études qui sont plus ou moins fiables et d'autres qui sont pas fiables. Donc, l'idée, c'est que non, le jeu vidéo tout seul ne rend pas violent et agressif, mais que ça peut éventuellement être une toute petite part, mais dans plein d'autres facteurs. Donc, le jeu vidéo tout seul ne rend pas violent, non. Donc, si juste on joue un peu aux jeux vidéo, donc ça va pas nous rendre forcément violents directement. Non, voilà, tu peux continuer à jouer à tes jeux, tu iras pas forcément taper quelqu'un. T'es Parce rassuré, que je suis pas d'avis criminel, moi, j'aime pas tuer les gens. D'accord. Plutôt les Sims. Une autre question, ouais. Est-ce qu'avoir genre plusieurs consoles, DS, Wii, PS3, Xbox ou quoi, avec des jeux violents de moins de 18 ans, moins de 16, moins de 12, est-ce que ça peut provoquer des choses dans le cerveau? Alors des choses, c'est quoi des choses dans le cerveau? Je sais pas des problèmes, mais quelque chose qui donne au cerveau envie de tuer ou de frapper quelqu'un ou quoi. Alors, au niveau du passage à l'acte, comme on l'a vu, il n'y a pas de lien, donc du coup, c'est pas prouvé. Par contre, moi, je suis toujours très vigilant, en fait, par rapport à tout simplement, la notion, c'est est-ce que c'est choquant ou pas? Moi, quand j'ai des enfants qui me disent qu'ils jouent à des jeux PEGI 18, donc j'étais à Call of Duty, la première question que je pose, c'est est-ce que vous avez vu d'une manière générale quelque chose qui est choquant ou pas? Donc si les enfants ont vu quelque chose de choquant, c'est à ce moment-là que déjà il faut arrêter ce jeu et qu'il faut aller justement en parler à un adulte pour essayer de mettre en mots ce qui a été vu, ce qui a été choquant, parce que là ça peut avoir des conséquences, non pas de passage à l'acte bien évidemment, mais ça peut avoir des conséquences de mal-être, de troubles psychiques d'une manière générale en fait. Donc là, je fais gaffe par rapport à ça. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça entraîne par contre un phénomène de banalisation de la violence. C'est-à-dire que du coup, à force de jouer à ce genre de choses, les enfants, ils vont peut-être passer à côté de personnes qui se battent en étant plus choqués parce qu'ils ont l'habitude de ce genre de spectacle. Ou ils entendront qu'il y a une guerre avec des gens qui sont tués de manière un peu plus détachée.
Donc ça fait pas forcément des conséquences sur le cerveau, comme tu dis, mais c'est à manière plus générale, c'est une désensibilisation à la violence. Moi, par contre, ce que je pointe généralement, c'est tout ce qui est relatif à la sexualité, en fait, notamment dans GTA. J'ai des enfants qui ont moins de 10 ans qui arrivent à me décrire des scènes sexuelles, c'est pas du tout adapté, ça correspond pas du tout à la perception de la sexualité dans la réalité, et là, ça peut avoir des influences, en fait. Donc c'est pas en termes de troubles, mais ça peut avoir des influences dans le rapport tout simplement homme-femme. Et quand il y a des adolescents qui se retrouvent à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans à rencontrer leur première expérience sexuelle, avoir une vision de la sexualité qui soit un peu biaisée. Alors du coup c'est pas que les jeux, hein. Du coup c'est les jeux, le cinéma, la télé, tout ça. Mais du coup les jeux en fait partie. Notamment dans GTA, il y a quand même 2-3 choses qui peuvent être relativement choquantes, même pour des adultes comme j'explique, donc notamment pour des enfants en fait. Ok, merci. Une autre question peut-être? Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a certains jeux qui, d'après des études, nous permettent de mieux résister à la douleur. Oui, c'est la douleur psychologique, j'imagine. Ah non, ils ont fait. Alors, c'est pour ça que cette étude c'est assez drôle. Non, c'est la douleur physique en fait. Hein. Donc du coup, ils ont mesuré ça par rapport au temps. Donc ils n'ont pas torturé des gens. Hein. Ils ont fait des études avant où ils plongeaient la main dans de l'eau à 1 degré, quelque chose comme ça, à voir combien de temps ils arrivaient à supporter la douleur de l'eau glacée. Ils ont fait jouer à des FPS bien violents, ils ont fait la même expérience, ils ont vu que le temps ils supportaient la douleur plus longtemps en fait. Donc du coup, bien évidemment, méthode expérimentale pour vraiment mesurer la douleur, ce serait de la vraie douleur et pas juste de l'eau glacée. Donc évidemment, c'est complètement pas déontologique de torturer des gens. Et donc du coup, il faut le prendre pour ce que c'est ce genre d'étude. Hein. C'est une légère conclusion qui dit que oui, sur ce cas-là, ça augmenterait. L'hypothèse, voilà, c'est que quand on est dans un comportement qui est plus d'irritabilité et de stress, et donc du coup de rapport au danger, il y a quelque chose de physiologique qui fait qu'on est en situation comme une situation de combat et de survie, et donc on encaisse mieux la douleur. D'un point de vue de l'évolution des espèces, ça peut être totalement cohérent. Après, l'étude le prouvait, elle prouve un petit truc, oui, mais c'est une bonne, un bon début, on va dire. En fait, voilà, je suis convaincu que si on joue plus à Mario, à des jeux de plateforme innocents, on sera quand même moins agressif que si on passe ces journées à jouer à des jeux de guerre. Alors en fait, vous pouvez prouver que sur des jeux qui sont plus difficiles mais moins violents, vous serez plus énervé que sur les autres. Vous jouez à Mario Bros ou Lost Level, là, celui qui était sorti, qui avait un niveau de difficulté complètement hallucinante, ou à Tortue Ninja, Gremlins 2, c'était quoi, je suis en train de remémorer le joueur du grenier, les jeux les plus difficiles, à la famille Adams. Si on joue à des jeux qui sont pas violents, mais qui ont un niveau de frustration très élevé par un niveau de difficulté qui est mal dosé, vous aurez potentiellement une irritabilité qui durera plus longtemps, plutôt que des jeux qui sont violents, mais plus simples. Enfin, moi je joue pas forcément aux jeux récents, les Call of Duty, mais on a coutume de dire que ces jeux sont plus faciles en fait. Donc du coup, le comportement violent, mais le niveau de difficulté qui est plus bas, rend moins irritable et donc du coup moins de frustration. Et donc du coup, contrairement à ce que vous dites, je pense que c'est plutôt le contraire. Et les études que j'ai citées à la fin vont plutôt dans ce sens-là en fait. Bon, merci. Merci beaucoup Jean-Paul Santoro Merci. pour cette conférence. La prochaine à 13h. Normalement c'était sur Retour vers le futur 2, mais étant donné que Bertrand Brocard est là juste pour le week-end et que un personnage exceptionnel, situation exceptionnelle, hier il n'a pas eu le temps de nous raconter un peu toutes ces anecdotes et il en a un paquet. Donc on va la remplacer avec celle-là et je vous attends nombreux à 13h. Voilà, à tout à l'heure. Vous pouvez applaudir Jean-Paul.